Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone. Je vous invite aujourd'hui, une fois encore chers amis, à écouter les enseignements de Thomas Sankara. Vous savez tous qui est Thomas Sankara, un leader incontestable, non pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique entière, qui fut assassiné en 1987 à cause de son authenticité qui rendait les colons, qui rendait les néocolonialistes mal à l'aise. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous appelle des colons, mais vos actes après nos indépendances montrent que vous êtes toujours des colons. Donc, du coup, je suis certain que ça a déjà frôlé votre esprit un temps, comme par curiosité, que qu'est-ce qui fait de Thomas Sankara une personne, un leader authentique de tout le temps en Afrique? Qu'est-ce qui le rend si spécial, si différent des autres leaders? C'est tout simplement ses idéologies, ses concepts, son amour pour le peuple, sa sincérité. En fait, lorsqu'on regarde tout son parcours, lorsqu'on regarde tout ce qu'il avait en vue comme projet, tout ce qu'il a réalisé, on se rend compte que c'était un vrai leader dédié totalement et à 100% pour son peuple. Non seulement son peuple au Burkina Faso, mais aussi son peuple africain. Parce que lorsqu'il prenait la parole pendant les forums internationaux, pendant les conférences dans les autres pays à l'étranger, c'était au nom de l'Afrique qu'il parlait. Donc, aujourd'hui, Thomas Sankara, au travers de ce reportage, va partager avec nous comment devenir un pays riche. Il le partage parce que c'était sa façon à lui de vouloir développer le Burkina Faso. Et ce sont des concepts, ce sont des principes qu'il a commencé à mettre en place avant qu'il fût assassiné. Donc, chers amis, pour ne pas manquer nos prochaines éditions sur la vie de Thomas Sankara, son parcours, ses réalisations, ce qui reste de lui, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme et à inviter vos proches, vos petits frères, vos petites sœurs à s'abonner sur la plateforme pour pouvoir découvrir et comprendre la vraie histoire de l'Afrique. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux. Nous pensons que le financement extérieur ne doit pas apparaître comme une solution miracle à tous nos problèmes économiques. Oui, il faut les financements extérieurs, mais il faut d'abord commencer par travailler soi-même. Et si on ne travaille pas, des solutions comme celle du FMI apparaissent comme des solutions de facilité. Et dès qu'on a une petite difficulté, on court au FMI. Dès qu'on a une petite difficulté, on court au FMI. Ceci est une mauvaise chose. Deuxième élément très important aussi, c'est que nous avons l'impression que chaque fois qu'on nous pose des conditions, au niveau du FMI par exemple, c'est pour créer d'autres conditions. On nous dit, nous sommes prêts à vous accorder tel financement à condition que vous fassiez telle chose. Nous acceptons ces conditions, nous remplissons ces conditions. On nous amène encore d'autres conditions. On nous amène encore d'autres conditions. Cela devient troublant. Alors, quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas.
Vous avez dit non à l'aide alimentaire. Pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Pour pouvoir vendre l'oie, pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Nous avons pris la décision de boire rien que les boissons produites au Nigeria. Eh bien, nous n'avons pas eu besoin d'importer toute cette cargaison de whisky, de ceci et de cela. Et ça allait être très bien, ça allait être de l'emploi pour vous. Si nous avions pris la décision de consommer rien que nos propres produits, nous n'avions plus jamais parlé de termes, de l'échange et du coût des matières premières. Consommons d'abord ce qui est à la CEDEAO. S'il en reste, nous allons vendre à l'extérieur au lieu d'être toujours comme des robots qu'on a dressés, un animal qu'on a dressé, qui est tout juste bon pour happer ce qui vient des usines européennes et autres. C'est ça la honte, c'est ça l'échec. Tant que nous n'allons pas produire chez nous, transformer chez nous, consommer en priorité ce que nous avons, il n'y a pas de moyen de se développer. Un proverbe chez nous dit ceci: l'enfant réfléchi, l'enfant intelligent est celui qui préfère acheter les galettes de sa propre maman plutôt que d'aller acheter les galettes d'autrui. Parce qu'il enrichit sa mère en achetant les galettes de sa mère. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons ailleurs. Regardez dans les rues de nos villes le nombre de voitures venues de l'étranger. Regardez comment les gens sont habillés ici. Tout ça, c'est de l'argent que vous avez jeté hors de la CEDEAO. Vous tous. Vous tous ici. C'est de l'argent hors de la CEDEAO. Comment vous pouvez venir encore parler de la CEDEAO? Il faut d'abord commencer par consommer les produits locaux de la CEDEAO. C'est ça qui est important. Les rouges à lèvres, les poivres de CEDEAO. Oui, ça, il faut abandonner et fabriquer ici. Vous pouvez fabriquer les rouges à lèvres ici. Vous pouvez fabriquer autre chose. Nos mamans ne faisaient pas ça. Or, maintenant, vous prenez beaucoup de dollars pour aller à Londres ou à New York pour suivre la mode là-bas. C'est ça qui est mauvais. Ça, c'est très mauvais. Et maintenant, nous devons choisir pour l'avenir. Les aspects négatifs, c'est que nos États restent fermés les uns aux autres jusqu'à présent. Nos économies restent fermées les unes aux autres jusqu'à présent. Nous continuons d'être des étrangers. Entre nous, CEDEAO, nous sommes toujours des étrangers les uns pour les autres. Pendant que certains ont beaucoup de bétail à exporter, nous avons encore des États dans la CEDEAO qui importent leur viande d'Argentine, d'Australie, peut-être même d'Afrique du Sud, raciste. Les Européens s'entendent très bien. Europeans agree very well. Nous n'arrivons pas à nous entendre face au système capitaliste. Mais cela suppose que nous serons d'abord prêts à dénoncer le capitalisme. But this supposes that we be ready to denounce the capitalist system. Il faut que nous comprenions également que l'impérialisme, c'est le prolongement du capitalisme pour exploiter nos États et nos peuples. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à peau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche,
Vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices, des sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ces sacrifices, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités, parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ces sacrifices, nous demandons aux voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays, on a pu détourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux. Ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de les faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Nous avons suspendu pour une longue période les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Pour défendre l'indépendance, c'est un combat de tous les jours. Parce que je ne connais pas sur cette planète-là un pays qui peut soutenir à 100% le Burkina Faso sans demander de contrepartie. Je n'en connais pas. Seul le Burkina Faso peut aider le Burkina Faso. Tous les autres pays vous demanderont toujours quelque chose. Ce qui veut dire que c'est tout le temps la lutte. Et quand vous énoncez la vérité, elle blesse. Les partenaires, les amis pensent que vous devez être inconditionnel, surtout que vous êtes pauvre, vous êtes petit et ils peuvent s'occuper de vous. Or, nous sommes pauvres et petits, mais nous voulons tout le temps dire la vérité partout. Tous ceux qui cherchent à nous dominer, d'où qu'ils viennent, ils sont impérialistes. Même de l'Est. Même de l'Est, s'ils nous dominent. Et pour cela, c'est leur comportement qui fait qu'ils sont impérialistes, ce n'est pas leur position géographique. On ne cherche pas l'impérialisme avec une boussole. Est-ouest, non. On cherche l'impérialisme en fonction du bonheur qu'on a et des rapports qu'on a. Vous êtes là, tant que vous voulez connaître notre peuple, vous n'êtes pas impérialiste. Mais tant que vous cherchez à nous étudier pour nous dominer, vous devenez impérialiste. Et moi, je ne cherche pas à savoir si vous venez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Vous êtes impérialiste et puis c'est tout. Même la couleur de votre peau ne m'intéresse pas. Parce que vous pouvez être noir comme moi, mais avoir des idées de domination et d'exploitation des Noirs. Au lieu d'être simple, exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois, et après on en garde certains, les autres sont renvoyés, non. Ce sera un service où il faudra apprendre bien sûr le maniement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près les 3/4 du temps du service, ces 3/4 seront consacrés à la production, sous l'encadrement militaire bien sûr. Pourquoi nous faisons cela? D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque, et tout le monde n'a pas entré la hache de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend.
Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, enfin le militaire se fonde dans son peuple. Mais les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle, et d'une manière générale à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très positifs dans toutes les casernes, répondant à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Les militaires se sont mis à construire des poulaillers et procèdent à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats? La consigne était un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet, de la volaille, ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile. Et puis, forcément, cela fera tache d'huile. Bon, du reste, déjà, certains militaires ont estimé que ce mot d'ordre, un quart de poulet par militaire et par semaine, n'est pas suffisant. Et ils font un demi-poulet. Et il y en a même qui prétendent qu'ils feront un poulet par militaire et par semaine. Nous ne demandons que cela, parce que la révolution, c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, non pas pour quelques-uns. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à partager non seulement la vidéo à d'autres personnes proches de vous, mais aussi à partager la plateforme pour que d'autres personnes soient inspirées, d'autres personnes connaissent et découvrent la vraie histoire du continent et du peuple africain.